Salut les néo-autonomistes. Je vous présente une vidéo qui, je pense, va jeter un gros pavé dans la mare. En effet, le survivalisme est présenté sous différentes formes dans les médias mainstream, mais nous n'entendons pas ou peu d'experts à ce sujet. C'est à cette occasion que j'ai le plaisir de vous présenter Joël Scurman, rédacteur en chef du Survival Mag, à qui j'ai posé des questions que peu oseraient aborder. Ce contenu inédit vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Salut Joël, Joël Scurman, tu es rédacteur en chef du Survival Mag. Est-ce que tu pourrais éclairer un petit peu la lanterne des néo-autonomistes qui suivent la chaîne de l'archipel depuis plus de 4 ans? On entend parler souvent de survivalisme des preppers. Est-ce que tu peux te présenter déjà, s'il te plaît? Bonjour à tous, bonjour Brian et merci de me donner l'occasion de parler du survivalisme et de tous les autres mouvements qui sont autour. Je m'appelle Joël Scurman, je suis le conseiller rédactionnel du magazine Survival, qui est le guide de survie en milieu hostile. Et donc qui est un magazine à destination des survivalistes, des preppers, des autonomistes et tous les noms qu'on peut leur donner par moment. Je suis conseiller rédactionnel, ça veut dire que je suis rédacteur en chef indépendant du magazine. Donc j'en assure le contenu, j'en assure la construction. C'est un bimestriel qui commence sa 6e année. Donc là, le numéro 34 vient de sortir avec le thème du dossier, c'est déménager en milieu rural. Donc je suis le conseiller rédactionnel de ce magazine depuis 2019, novembre 2019, donc là c'est ma 3e année et j'y suis arrivé après avoir contribué quelques mois pour le magazine. Moi j'écrivais des articles autour du secourisme dans les zones lointaines, en milieu hostile. Le secourisme, les premiers soins, la santé, c'est une matière qui intéresse beaucoup les survivalistes ou les autonomistes. J'ai donc écrit ce bouquin qui rentre dans la collection, puisque le magazine Survival a également une collection de livres avec des thématiques autour de l'orientation, autour du bushcraft. Et le 3e livre, c'était Secourir en zone hostile, un livre que j'ai écrit pour cette collection. J'ai également écrit des guides pratiques de terrain autour de cette thématique, comme Secourir en situation dégradée, qui a été traduit en anglais. Et suite à l'écriture de ces livres pour le magazine, le directeur de publication, Laurent Berafato, m'a proposé d'en reprendre la direction, puisque à l'étude de mon parcours, moi je suis un ancien commando parachutiste, puis j'ai fait pas mal d'expéditions en montagne, également en désert, en jungle, et donc avec tout ce parcours, il lui a semblé que j'étais une bonne personne pour parler des différents lieux et la manière d'y survivre, la manière de s'y préparer. Donc depuis 2019, j'ai assuré une bonne douzaine de numéros du magazine. On y a abordé plein de thématiques différentes, et le premier numéro que j'ai assuré, c'était la catastrophe de Rouen, qui pour moi donnait plein sens finalement à ce job, à celui de parler de la préparation des populations, préparation des individus pour des catastrophes, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient naturelles ou autres. Lors d'une dernière conférence, j'ai été invité par l'Association des maires de France pour le département du Lot, et de nombreux maires sont venus me poser la question en fin de conférence pour me demander ce que je pensais du survivalisme. Et je leur disais que moi, historiquement, je connaissais pas trop l'histoire du survivalisme. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est le survivalisme et d'où nous vient le survivalisme, s'il te plaît? Si on tombe d'accord sur le mot survivalisme ou survivaliste et qu'on lui attribue la définition, une définition propre d'une manière d'agir, d'une manière d'être, on peut dire que le mouvement survivaliste ou la manière d'être survivaliste est né dans les années 60-70 aux États-Unis. Le terme en lui-même, il va naître plus tard. Le terme survivaliste, il va naître en 75 c'est un gars qui va pondre ce mot dans une revue qui s'appelle The Survivor, le survivant, et c'est Kurt Saxon qui va le premier définir ce mot, ou en tout cas énoncer ce mot survivaliste. Mais quant au mouvement lui-même, il faut reporter ça à l'histoire des États-Unis. Dans les années 60-70, on est sur un fond de crise économique assez compliqué, avec des troubles sociaux importants, et également en pleine guerre froide avec l'Est et la menace d'une guerre atomique.
Tout ce contexte, mélangé également à une crise écologique, les écologistes sont très actifs dans les années 60-70 aux États-Unis. Ils se rendent compte que la construction de barrages hydroélectriques importants, ils se rendent compte que les réserves dites naturelles qui sont en train de se constituer aux États-Unis sont une vraie menace pour l'écologie. Et au milieu de tout cette espèce de marasme, de remise en question finalement de la société de consommation, de la société de développement, certains individus vont prôner un retour à la campagne dans le but de se préparer à d'éventuelles crises. Crise suite à un conflit atomique, crise liée à la dépréciation du dollar avec cette crise financière, également le fait que les villes sont, selon certains individus à ce moment-là, des endroits où l'air est empoisonné, l'eau est a de plus en plus mauvais goût, il y a de plus en plus de produits chimiques dedans, et donc il va y avoir un mouvement de personnes qui vont s'élever pour prôner un retour dans les campagnes, et il faut, selon ces personnes, se préparer. Se préparer à quoi? Se préparer à des crises au niveau de la nourriture, à cause de l'empoisonnement de la nourriture par les pesticides, par les produits chimiques, à cette guerre atomique potentielle avec les Russes. Et puis il y a notamment de troubles sociaux avec des émeutes importants qui se passent dans les années 60, qui vont également mettre un climat d'insécurité dans les villes. Et ce mouvement, on peut dire que c'est la naissance réellement des premiers survivalistes. Le mouvement écologique de l'époque va inventer un mot pour parler de ça. Il va parler de retraités. Ils vont pousser des gens à l'idée. Ils vont leur pousser l'idée qu'en réalité il faut se retirer, donc il faut faire une retraite des villes pour les campagnes, et dans ces campagnes il faut réapprendre à être autonome, à cultiver, à purifier son eau, à pouvoir faire des stocks alimentaires, à pouvoir développer des réseaux solidaires, etc., etc. Et ce terme retraité va très très bien fonctionner pour la plupart des gens avec un esprit plutôt pacifique. Mais il y a toute une mouvance de personnes plus agressives qui vont considérer que ce terme de retraité est quelque chose qui est plus proche de la couardise finalement que de l'acte d'opposition. Donc là, il va y avoir quand même une petite notion au départ du mouvement survivaliste, une petite notion politique où ces gens veulent s'opposer en fait à ce qui est en train de se passer, c'est à savoir la pollution généralisée, des conflits, des décisions politiques qui entraînent des conflits importants potentiels tels qu'un conflit atomique, etc., etc. Et eux ils vont pas apprécier ce terme de retraité qui colle très bien peut-être aux écologistes de l'époque, et c'est là-dessus que Kurt Saxon va trouver ce nouveau terme survivaliste, et donc on peut réellement dire que le mouvement survivaliste ou la manière d'être survivaliste naît à cette époque-là. Le survivalisme qui était moqué il y a quelques mois a le vent en poupe, notamment à cause ou grâce à la crise sanitaire. On s'est aperçu qu'une rupture de la normalité pourrait arriver. Et récemment, des députés écologistes ont déposé un projet de loi pour encadrer le survivalisme, notamment les stages de survie. Je voulais savoir s'il existe une plateforme ou un moyen de savoir si des stages sont sérieux ou pas. Le survivalisme englobe toute une série de savoirs et de savoir-faire, et effectivement, à l'instar du reste des activités commerciales de cette planète, le survivalisme a connu une recrudescence et une augmentation sensible de l'offre, des choses qu'il est possible de faire, des stages, des formations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient présentielles, des stages au bout du monde, des stages juste à côté de chez nous en France, et il y en a effectivement vraiment beaucoup. Il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore grand chose, il y a une quinzaine d'années, il y avait quasiment rien, et aujourd'hui il y en a à foison, et je comprends le sens de ta question. C'est effectivement très difficile aujourd'hui de savoir quoi choisir et avec qui être accompagné. Et de plus, les affaires récentes, ou en tout cas notamment le cas de cet empoisonnement qui a eu lieu sur un stage de survie l'année passée,
complique les choses, puisque ça jette finalement l'opprobre sur la totalité des personnes qui organisent des choses, alors que plein de gens font du bon boulot, et puis comme dans n'importe quelle autre corporation, il y a fatalement des gens qui sont moins compétents, voire pas compétents du tout, voire carrément des charlatans. Et il est assez difficile aujourd'hui de pouvoir différencier les choses. Le survivalisme en France, c'est pas le même survivalisme que aux États-Unis, puisque un Français n'est pas un Américain, et on va dire que certains gars assez solides ont fait beaucoup pour faire avancer les pratiques, la pensée même survivaliste, la pensée des personnes qui se préparent à diverses choses. On aura le temps de développer un petit peu plus tard à quoi ils se préparent, comment ils se préparent, qu'est-ce que ça veut dire se préparer, mais il faut évidemment, on peut pas ne pas citer un gars comme Vol West, qui habite dans le Montana aujourd'hui, et qui depuis une quinzaine d'années promeut une certaine forme de survivalisme, qu'on pourrait parler également d'autonomiste, donc à savoir comment se réapproprier toute une série de savoirs et de savoir-faire pour se rendre non pas absolument indépendant des autres, clairement pas, mais plutôt autonome dans sa manière de faire et complémentaire au savoir-faire des autres. On peut pas non plus faire l'économie d'un gars comme David Maniz et de son site. On peut trouver toutes les infos sur internet. C'est quelqu'un qui est là depuis le début, qui fait du travail sérieux. À partir du moment où vous vous adressez, où vous suivez les conseils de ces gars, qui sont dans le paysage survivaliste français depuis le début, ou un autre gars comme Denis Tribaudot, vous pouvez pas vous tromper. Ces gars font un travail sérieux. Ils le font depuis longtemps, ils savent de quoi ils parlent. Par contre, évidemment, ça a créé une myriade de personnes autour qui ont été formées ou qui se sont inspirées de ces pionniers, et qui proposent des choses qui peuvent être parfois très bonnes ou parfois très mauvaises. Et il est difficile aujourd'hui de choisir un bon stage, à l'exception de s'adresser à ces personnes qu'on va dire historiques de ces savoirs. Comment est-ce qu'on peut déterminer si un stage est un bon stage ou pas? Fatalement aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on peut quand même avoir et Internet une bonne idée de ce qui a laissé une bonne impression ou une mauvaise impression aux anciens participants. Ensuite, on peut lire des mags, notamment évidemment Survival, qui est le seul magazine qui traite du survivalisme en France, en Belgique et en Suisse, dans lequel on fait fréquemment des retours d'expérience sur certaines formations auxquelles nos pigistes ont participé. Suite à la proposition de loi justement pour encadrer les différents stages de survie et les différentes formations de survie, une action a été entreprise par certains des personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, donc notamment David Maniz, Tribaudot et d'autres gars encore qui sont là depuis très longtemps. C'est le cercle de survivologie, et ce sont des personnes qui se sont donné la vocation de se réunir dans ce cercle de réflexion autour de comment améliorer les pratiques lors des stages de survie, comment améliorer l'encadrement, etc., et en faire une vraie filière professionnelle. Je pense que ces personnes sont impliquées également en tant que consultants, ou en tout cas comme personnes avec avis consultatoire sur ce texte de loi. Et aujourd'hui, ce texte fait son bonhomme de chemin. Alors, on aura chacun son avis ou pas sur la nécessité de tout réglementer, de mettre une loi sur absolument tout ce qui régit l'activité humaine. Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il pense de ça. Je pense que le meilleur moyen aujourd'hui de pas se planter sur un stage de survie, c'est de s'adresser à des gens qui ont de l'expérience et sur lesquels on peut avoir un retour d'expérience, soit à travers des articles dans le magazine ou sur des forums ou ce genre de choses. Mais il n'y a pas
un label, une manière claire aujourd'hui qui va vous assurer que vous êtes chez un professionnel reconnu ou pas. Je suis allé en 2019 à la Survival Expo et je te cache pas que j'étais vraiment étonné parce qu'on était très loin du cliché qu'on essaye de nous représenter du survivaliste avec le treillis, la machette, le mec crâne rasé, un peu énervé. C'était très familial et je voulais avoir toi, ta vision du survivalisme en France. À quoi ça ressemble le survivaliste ici? Alors effectivement, quand on se balade au salon du survivalisme et de l'autonomie qui a lieu à Paris toutes les années, salon duquel le magazine n'est pas le créateur de ce salon, mais est partenaire historique depuis sa première édition. On est surpris de voir quand on déambule dans les allées de ce salon qu'en réalité le public qui traîne là-bas n'a rien à voir avec le gars crâne rasé, treillis militaire et kalachnikov en bandoulière. Au contraire, c'est un public très familial avec des gens de tous horizons, de tout âge. Il y a des enfants, il y a des personnes plus âgées et on est surpris d'être, en tout cas quand on est un observateur extérieur, d'être finalement aussi loin du cliché du preppers à l'américaine qui est également un cliché même là-bas, même si effectivement ça existe, ça représente pas la totalité des autonomistes ou survivalistes ou peu importe comment on les appelle. Et effectivement le survivalisme à la française et plus généralement à l'européenne est plus un survivalisme d'autonomie, d'autosuffisance que réellement un survivalisme de preppers en préparation pour la post-apocalypse ou une attaque de zombies quelconque. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans un salon comme le salon du survivalisme et de l'autonomie et de la résilience, je pense que c'est son nom complet aujourd'hui, vous allez rencontrer de tout. Vous allez rencontrer des formations aussi bien pour apprendre à faire son fromage soi-même ou ses vêtements soi-même, comme pour apprendre à réparer des choses, du matériel électrique cassé. Vous allez avoir des gens qui vous proposent des panneaux solaires, des systèmes de purification d'eau et on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment surpris en tant qu'observateur extérieur, finalement de la pluralité des personnes qui sont là et des centres d'intérêt. Il y a effectivement des marchands de couteaux. Le couteau, c'est simplement un outil qui sert à couper et qui sert à faire un tas de boulot, soit dans une maison ou sur un campement. Il y a pas spécialement de marchands d'armes et s'il y en a, c'est peut-être une enseigne parce que la réalité c'est que l'arme, la sécurité fait également partie de l'autosuffisance en n'étant clairement pas le point central d'un schéma de préparation. Il n'y a pas un survivaliste ou un autonomiste sérieux qui va vous dire que se préparer à se défendre, s'armer et faire un gros stock de munitions est tout en haut de sa to-do list de son projet d'autonomie. Il est clair que votre sécurité, comme dans la vie de tous les jours, elle va intervenir dans ce projet de préparation, mais ça va être très probablement si pas une de vos dernières priorités, une priorité lointaine. On va travailler avec les besoins les plus importants en amont et cette caricature du survivaliste surarmé qui fait une obsession sur sa défense personnelle et sur son retranchement dans un événement quel qu'il soit, en réalité elle n'existe pas ou que très peu. Et on peut dire que le mouvement en France, moi, là je digresse un peu, mais j'ai le magazine par exemple depuis 2019. Depuis 2019, dès qu'on a mon premier numéro, il a été consacré à la catastrophe de Rouen. Il y avait en parallèle les gilets jaunes. Ensuite, on a eu très rapidement la crise Covid. Donc là, je suis à la tête du magazine depuis plus de 2 ans. Voilà déjà 3 événements majeurs. En plus, on peut ajouter à ça des inondations qui ont coupé entièrement des villages de la circulation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Des chutes de neige très importantes, je me souviens dans l'hiver 2019-2020, qui ont également coupé des villages pendant plusieurs jours, qui n'avaient plus d'électricité, plus d'accès à la ville la plus proche et donc aux approvisionnements. Tout ce contexte a clairement démontré à beaucoup de personnes que finalement l'idée
de simplement retourner sur ce que 2 générations avant on faisait, à savoir simplement être prêt à ce genre d'éventualité. Et donc vous remarquez que là-dedans, il n'y a aucun attentat, il n'y a aucun combat, il n'y a pas de menace où on doit sortir les armes, il n'y a rien de tout ça. Ces éléments-là qui sont réels, donc on ne parle pas d'une projection fantasmagorique, ça s'est passé en 2 ans, pourrait donner sens à des personnes qui se disent bon visiblement ça arrive et c'est peut-être pas mal de se préparer à faire face à ça. En plus, on pourrait dire que le survivaliste le plus connu de France, c'est l'État lui-même, puisque quand on va sur son site sur le site gouvernemental risque.fr ou gouvernement/risque.fr, je ne sais plus, le ministre de l'Intérieur, via son ministère, nous explique clairement comment et pourquoi il faut se préparer à certains risques. De mémoire, il parle de risques industriels, de risques naturels, de risques attentats, de risques de centrales nucléaires. Il parle de tout ça, il parle de comment il faut se préparer un kit d'urgence au cas où on se déplace en montagne, sur les routes montagneuses en hiver. Donc finalement, le premier survivaliste ou le premier guide de survie de France, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous le fournit. Donc est-ce que, en appliquant ces consignes, est-ce qu'en ayant le bon sens finalement de nos ancêtres, qui avaient toujours des réserves de nourriture, qui avaient des réserves de bougies, d'allumettes et de toute une série de choses, on entreprend quelque chose qui semble si anormal. Non, et je pense que de plus en plus de Français se rendent compte de ça, que l'effondrement momentané de la normalité qu'ils connaissent, avec tout le confort auquel on a accès aujourd'hui, il est possible, il est tout simplement possible, et que c'est pas mal de s'y préparer, non seulement pour soi, mais pour les siens aussi, pour ses voisins, de créer des réseaux entre nous. On est prêt à s'entraider dans un village de haute montagne si les choses ne se passent pas comme prévu après une tempête de neige. Même chose dans un embouteillage interminable ou dans lequel on reste bloqué en hiver pendant plusieurs heures dans sa voiture. Avoir un sac avec une couverture, peut-être un peu de boisson, quelques barres de céréales dans son coffre et deux, trois autres objets qui peuvent être utiles à ce moment-là, mais c'est ni de la paranoïaque ni extrême de se préparer de cette manière-là. Et dans le paysage français, la plupart des survivalistes sont dans cette démarche-là, à savoir se préparer le jour où ils se retrouvent simplement dans une situation anormale qui dure 1 heure, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, et plus on avance dans ce processus, plus on est prêt à pouvoir non seulement se secourir soi-même ou se débrouiller soi-même et même fournir de l'aide aux autres personnes de notre communauté. Là, je m'attaque à une question compliquée. Souvent, on dit les survivalistes, ce sont des personnes d'extrême droite. Et moi, ma question, je voudrais savoir si c'était pas le fait de les caser vraiment à l'extrême droite, c'est pas le fait de décrédibiliser ce mouvement, ou alors c'est à cause des médias mainstream qui nous matraquent en nous disant qu'il y a des flux migratoires importants, notamment des flux migratoires climatiques ou dus à des guerres. Et je voulais savoir si ça pousse les gens à se radicaliser. C'est une question intéressante, mais c'est une question réellement casse-gueule. Après, je pense que pour faire vraiment bref, et puis je développe un peu, je pense que ça n'a rien à voir. En réalité, moi, je suis pas un survivaliste dans l'âme depuis 20 ans. Par contre, je peux dire que j'ai toujours eu l'attitude d'un survivaliste. Donc déjà, pour moi, définir le survivalisme en tant que mouvance, pour moi, ça nécessiterait un peu de nuance. Pour moi, le survivalisme est plutôt une manière d'être, une manière de penser que réellement une mouvance, donc à savoir une manière de se regrouper avec une certaine
on va dire, cohérence d'avis, d'opinion les uns avec les autres pour aller vers une certaine cause. Il n'y a pas de cause dans le survivalisme, donc pour moi c'est déjà absolument pas politique. Le survivalisme, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est une manière d'être, une manière de penser. C'est une façon d'appréhender finalement sa propre existence en se disant si les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai un plan B. Tout simplement, c'est se tenir prêt. Se tenir prêt à rien de spécialement effrayant ou apocalyptique. Simplement se tenir prêt à tomber en panne d'essence, se tenir prêt à une tempête de neige qui dure un peu plus longtemps que prévu, se tenir prêt à une rupture d'approvisionnement dans les supermarchés. Les exemples, ils ne manquent pas avec Katrina, les tremblements de terre à Haïti. On voit ce que ça a donné. On voit ce que ça a donné. Le gros blackout, 72 heures à New York en 2010. Les scènes d'émeutes, les magasins sans électricité, les hôpitaux sans électricité, la rupture d'approvisionnement très rapidement, l'épuration plutôt de l'eau qui ne se fait plus dans la ville avec toutes les problématiques que ça pose. Donc de nouveau, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'hypothétique. La question de l'extrême droite et des survivalistes, je pense que c'est un raccourci facile qui est fait par, si pas par la politique, elle est clairement faite par les médias. Selon moi, c'est ni la population française ni les survivalistes qui sont de plus en plus extrême droite. Je crois que par contre les médias extrême droitisent de plus en plus les sujets qu'ils abordent. On a l'impression que les sujets aujourd'hui qui sont les seuls qui intéressent, c'est les questions de sécurité, thématique d'extrême droite, les questions d'immigration, thématique d'extrême droite. Et en réalité, je pense que le survivaliste, du fait d'être quelqu'un qui peut être autonome, donc ça veut dire autonome, sans la nécessité de l'intervention de l'État pendant plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines, je pense que c'est en fait un bouc émissaire assez facile pour dire oui, ces gens-là dans leur grenier ils ont toutes sortes de choses qui sont prêtes pour pouvoir faire face à des événements violents, ils se préparent à des événements violents, c'est des amateurs de tir. En réalité dans le survivalisme, comme je l'ai dit plusieurs fois quand je parlais du salon, vous avez de tout. Vous pouvez avoir des gens qui sont plutôt intéressés par la permaculture, des gens qui sont plutôt intéressés par l'autonomie alimentaire, pouvoir faire les choses par eux-mêmes, pouvoir les conserver, pouvoir manger des bonnes choses saines qu'ils produisent eux-mêmes. Vous avez toutes sortes d'intérêts, toutes sortes de personnes, et je pense qu'il y a, même si la formule est facile, quasiment autant de survivalisme différents qu'il n'y a de personnes qui se préparent différentes. Donc est-ce que les flux migratoires ont à voir sur l'intérêt toujours croissant peut-être que certaines personnes ont pour la préparation, pour le survivalisme en général? Je pense que ça n'a absolument rien à voir. Est-ce qu'il y a plus d'extrême droite présente dans le survivalisme que dans le reste de la population? Je pense que ça n'a rien à voir. Je crois que si on avait la chance, et personne ne peut le faire, et tous ceux qui disent qu'ils le font mentent, de pouvoir dire chez les survivalistes, chez les joueurs de rugby, chez les motards, ou peu importe quelle étiquette on va mettre sur tel groupe d'individus, il y a plus d'extrême droite, de personnes qui pensent extrême droite que d'autres. Je pense que ils se servent finalement de ce propos. Donc pour moi, en résumé, je n'ai jamais rencontré plus de propos d'extrême droite dans les personnes qu'il m'a été amené de rencontrer, d'interviewer, ou les articles que nos pigistes ont réalisés sur des personnes du milieu survivaliste, que dans n'importe quel autre milieu que j'ai fréquenté jusqu'à présent et encore aujourd'hui. Après une question si compliquée, on va s'attaquer à une question un petit peu plus simple. On va parler pratique. J'ai une question qui est: quels sont selon toi les 5 objets qu'on devrait avoir chez soi, non alimentaires,
qui seraient les plus utiles s'il y avait une rupture de la normalité? La question est claire, tu parles des 5 objets dont on va avoir besoin directement le plus rapidement, donc je vais me cerner à ça. Évidemment, c'est clair qu'il en faudrait davantage. Pour toi, dans ton postulat, la nourriture et l'eau, c'est fait. C'est clair que l'eau et la nourriture, c'est par là que doit commencer un projet autonomiste. Une fois que notre réflexion est faite sur comment, surtout pourquoi on se lance dans un projet autonomiste, comment on va s'y prendre et sa planification, puisque être autonome, eh bien, ça réclame fatalement des moyens. Il faut des semences, il faut des stocks alimentaires, tout ça nécessite de l'argent, il faut des savoirs et des savoir-faire, et ça, il faut le temps de les acquérir aussi. Donc, un projet autonomiste, c'est un vrai projet au long cours, qui doit se réfléchir, qui doit avoir une temporalité, une chronologie bien précise. J'en reviens à ta question, donc l'eau et la nourriture, évidemment, on a veillé à faire ce qu'il fallait pour ne pas en manquer. Pour moi, si je ne dois citer que 5 objets, en premier, il vous faut du gaz et un réchaud, un gros réchaud pour pouvoir faire à manger à la fois pour vous et pour vos proches, votre communauté. Le gaz, les bouteilles de gaz, c'est quelque chose qui vient à très rapidement manquer quand une situation, quand un lieu géographique est coupé d'un autre suite à une catastrophe industrielle, une catastrophe naturelle ou ce genre de choses. Ça manque assez rapidement. Donc ensuite, je fais une rétro-boucle. S'il y a un confort duquel vous devez pouvoir vous passer, s'il faut s'en passer que d'un, il faut se passer de l'électricité. Donc il ne faut pas mettre trop vite en place dans votre ordre de préparation de quoi compenser l'électricité. En réalité, l'électricité, c'est le confort, contrairement à ce qu'on pourrait croire en temps ordinaire, dont on peut se passer le plus rapidement possible. La chose dont on peut se passer le moins facilement, c'est la chaleur et l'eau chaude. Donc à moins que vous n'habitiez dans un endroit où la question de la chaleur n'est pas un problème, le premier confort dont on peut se passer, c'est l'électricité. J'en reviens à ma liste de 5 objets, bonbonne de gaz et le réchaud, un bon gros réchaud qui va sur cette bouteille de gaz. En 2, un stock de bois. Un stock de bois sec. Le bois, ça prend du temps pour sécher, il faut que ce soit du bois prêt à brûler. Ensuite, des bougies à combustion lente et des allumettes, beaucoup d'allumettes. Les allumettes, c'est un objet, un outil très pratique, très utile au quotidien, mais qui peut également se détériorer très vite. Donc il faut en avoir beaucoup. En plus, vous pouvez en donner, vous pouvez vous en servir comme monnaie d'échange, donc des allumettes. Ensuite, pour moi, il vous faut des livres. Avoir des livres, ne pas miser tout sur le numérique. Le numérique, c'est probablement une des premières choses dans un effondrement momentané, même bref, de la normalité qui va manquer. Donc la connexion Internet, la connexion téléphone. Très vite, il va falloir, puisque aujourd'hui on est dépendant de ces technologies dans la plupart des cas, à la fois pour notre information, pour nos distractions, donc des livres qui sont à la fois des livres qui vous permettent de passer le temps, puisque dans une situation où vous êtes isolé du reste du monde ou du reste d'une zone géographique où la normalité est toujours courte, très vite le temps va être long. Donc avoir des livres pour s'occuper et peut-être également des livres avec du savoir, des choses, des livres techniques. Donc ça fait un 4e objet et un 5e objet, une radio qui fonctionne sur solaire ou sur pile et les piles qui vont avec pour pouvoir rester en connexion avec le reste du monde, avec des informations concernant la situation que vous êtes en train de vivre, des informations gouvernementales ou autres. Et puis, si je pouvais glisser un petit extra, je ferais quand même un
petit stock aussi d'antibiotiques. Les pharmacies les pharmacies ont très très peu de stock. Vous le savez, quand on va commander certaines choses, très fréquemment, il faut repasser l'après-midi ou le lendemain parce que ça doit être livré. Donc les antibiotiques, c'est quelque chose qui disparaît rapidement dans les pharmacies et c'est quelque chose qui prendra du temps pour réapprovisionner. Voilà, ça ce serait ma liste courte. Les preppers, les survivalistes, les autonomistes et bien d'autres appellations sont souvent mis en opposition. Je voudrais savoir si d'après toi, en fait, ça n'a pas la même finalité, à savoir qu'on cherche à avoir une certaine assurance en cas d'une rupture de la normalité. Effectivement, il y a une confusion autour de ces termes, mais en réalité, c'est pas très intéressant, c'est pas très important de définir absolument ce qu'est un survivaliste, ce qu'est un autonomiste, ce qu'est un preppers. Selon moi, ça désigne les mêmes personnes. C'est qu'une histoire de sémantique, mais ça désigne les mêmes personnes, ça désigne des personnes qui se préparent. Et finalement, qui se prépare à quoi? J'en ai assez parlé précédemment et je ne vais pas le répéter, mais ce sur quoi je vais par contre insister, c'est qu'ils ne se préparent pas à ce que les stéréotypes et les clichés proclament qu'ils se préparent. Donc les espèces de guerre civile où il va falloir s'entretuer les uns les autres pour se disputer bout de beefsteak. C'est pas ça qu'ils font. Ils se préparent à quoi? Ils se préparent simplement à être plus autonomes et effectivement ils comprennent qu'on vit dans des sociétés qui sont toujours plus complexes, avec une technologie toujours plus présente et les sociétés, plus elles sont complexes, comme n'importe quelle entité, n'importe quel dispositif, plus il est complexe, plus il est fragile. Donc en réalité, les survivalistes, ils se préparent à être moins fragiles, à être anti-fragiles, à être moins dépendants finalement des caprices ou des problématiques de ce système complexe qu'est la communauté, qu'est la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On comprend tous aujourd'hui qu'en cas d'une rupture momentanée du réseau Internet, nos vies vont devenir plus compliquées. Nos vies professionnelles, ma relation avec mon argent via mon application bancaire va être plus compliquée. Tout va devenir beaucoup plus compliqué, très très vite en fait. Et plus les sociétés deviennent complexes, plus elles deviennent fragiles. Et les survivalistes, ils comprennent cette fragilité, et qui peut ne pas la comprendre aujourd'hui avec une crise sanitaire comme celle du Covid et qui devient finalement une crise politique et donc se mêle une crise sanitaire, une crise politique qui au départ est locale dans un certain pays, en Chine, puis qui devient planétaire, et on se rend compte que finalement tout peut très vite devenir compliqué, globalisé, dans un monde globalisé. Et les survivalistes se préparent à ça. Et est-ce que ça les rassure de se préparer à ça? Très probablement. Moi, ça me rassure quand je pars sur une route de montagne et que je vois les premiers flocons qui tombent sur la route, de me dire que j'ai un kit de chaîne dans mon coffre et que j'ai un sac avec de quoi me nourrir, où les personnes qui sont avec moi dans la voiture pendant 24 heures et 2 couvertures pour pouvoir se réchauffer au cas où on serait bloqué toute la nuit dans la voiture. Oui, effectivement, ça me rassure. Est-ce que les personnes qui disent que y a une problématique autour de l'approvisionnement d'une certaine céréale et qui ont des stocks de cette même céréale pour plusieurs mois, est-ce que ça les rassure d'avoir ce stock? Très probablement. Et si ces mêmes personnes sont en capacité de pouvoir semer et récolter cette même céréale, effectivement ça les rassure. Donc est-ce que l'instabilité du monde ou les problématiques toujours plus importantes dans les sociétés dans lesquelles on vit entraînent une augmentation de l'intérêt des personnes pour le survivalisme? Clairement, je crois que de plus en plus de personnes comprennent que en réalité l'État-providence ne pourra pas tout pour eux indéfiniment, et peu importe le type de problématique qui arrive. Donc de ce fait-là, ils prennent
en tant que personne sensée des mesures et se disent ok bon bah je vais quand même prendre quelques mesures. Certains en prennent des mesures qui consistent à simplement porter un kit de premiers soins avec eux tous les jours dans leur sac quand ils partent quelque part. D'autres ont un sac comme celui dont j'ai parlé dans le coffre de leur voiture, et d'autres ont dans leur maison un cellier avec des conserves, avec 72 heures d'eau potable stockée dans de bonnes conditions, un filtre à eau, etc., etc. Et la gradation, elle peut aller loin, mais c'est simplement effectivement des personnes qui se préparent à des problématiques éventuelles. Merci de nous avoir éclairé sur tout cet ensemble. Je voulais te laisser le mot de la fin. N'hésite pas, si tu as quelque chose à dire, c'est à toi. En guise de mot de la fin, je dirais que bon, survivaliste, preppers, autonomiste, finalement, peu importe, tout ça c'est de la sémantique. Pour moi, il s'agit plus de citoyens avertis, de personnes averties, et il y a cette notion finalement de préparation. C'est finalement la donnée principale de toutes les personnes que je rencontre depuis que je m'occupe du magazine. Ce sont des personnes qui se prennent en charge, qui ne confient pas à l'autre, à l'État, la seule responsabilité de pouvoir être résilient en cas de rupture momentanée plus ou moins longue de la normalité. C'est d'ailleurs le sous-titre que le magazine abordera dès l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est le guide de survie en milieu hostile. Il va être baptisé le magazine de l'autonomie et de la résilience. L'autonomie, c'est quelque chose qui se passe en amont d'une catastrophe, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose qu'on prépare, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un plan réfléchi, avec un objectif à atteindre. Et la résilience, c'est cette capacité finalement, quand cette rupture de normalité est survenue, à pouvoir y faire face et à refonctionner normalement sans que ça soit un traumatisme complet pour soi et pour les siens, nos proches qui dépendent de nous. Donc finalement, le survivalisme, c'est qu'une manière d'être qui consiste à se préparer, à apprendre des savoir-faire, et finalement, c'est rien de plus que ce que faisaient et que ce qu'ont fait nos ancêtres pendant des années et des années, c'est pouvoir être autonome. Salut à toi Joël, et j'espère que ça aura éclairé les personnes qui vont regarder cette vidéo. Salut! Merci Brian, merci à vous de m'avoir écouté, merci de m'avoir donné la possibilité d'échanger autour des questions du survivalisme. C'était l'occasion de démystifier, et particulièrement aujourd'hui où fréquemment ce terme survivaliste surgit dans les médias. Donc moi je vous donne rendez-vous avec le magazine Survival si vous souhaitez découvrir ce qu'est le monde de ces personnes qui se préparent. Si je prends le numéro qui vient de sortir, déménager en lieu rural, inondation, se préparer face à un risque grandissant, composer sa trousse de premiers soins ou faire du pain à la mode bushcraft, on constate que là-dedans il n'y a que du bon sens et des savoir-faire que finalement on aurait tous envie de pouvoir maîtriser. Donc voilà, merci Brian, merci l'archipel, et je vous souhaite bon vent.